tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Marie. Ravi de vous retrouver pour le journal de ce mardi 18 mars. Dans l'actualité aujourd'hui, une mobilisation dans les rues de Toulouse et partout en France pour l'emploi et contre le pacte de responsabilité. Et l'immobilier semble-t-il se porte bien à Toulouse malgré la crise économique. Et enfin notre invité de ce soir, bonsoir, vous êtes Serge, non vous n'êtes pas Serge Augour, vous êtes monsieur Stéphane Beaumont, politologue. C'est avec vous que nous décortiquerons éventuellement le débat qui a eu lieu sur notre antenne entre les 6 principaux candidats toulousains pour les municipales. Débat diffusé ce soir à 21 h, Marie. Mais pour commencer, c'était une journée de mobilisation nationale pour l'ensemble des salariés des secteurs privés, publics et même retraités. Les syndicats Force ouvrière et CGT principalement appelaient à manifester pour l'emploi et contre le pacte de responsabilité mis en place par le gouvernement. Ils étaient 12 000 à battre le pavé selon les organisateurs, 500 selon la police et Fabien Tacquart-Blanchin et François Guinle les ont suivis, ils les ont comptés à 4 000. Des salariés du public et du privé réunis dans la rue, tout comme les retraités. Au menu du jour, les emplois et la défense du service public, avec en filigrane le pacte de responsabilité. C'est même l'élément déclencheur de cette journée pour Serge Cambou. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui fixe effectivement des lignes pour essayer de relancer l'emploi, sauf qu'ils sont incapables d'imposer notamment au corps patronal de pouvoir tenir leur engagement. Que le gouvernement aujourd'hui impose aux patrons dans le pacte de responsabilité les emplois qu'ils doivent mettre sur la table. Si on veut effectivement dans ce pays que l'emploi reparte, que la croissance reparte, ça passe par un des principaux paramètres qui est la consommation. Et pour consommer, les syndicats veulent préserver les minima sociaux, comme ceux de la branche famille directement menacés par le pacte de responsabilité. Nous voulons des négociations sur les minima sociaux, sur les salaires, pour l'interdiction des licenciements boursiers, pour finalement que l'argent public n'aille plus gonfler les dividendes qui sont enregistrés tous les ans à la hausse par les actionnaires. Nous voulons changer de politique dans ce pays. Un changement de politique souhaité auquel les salariés du privé se joignent. Leur principale revendication, la répartition des dividendes. Le privé manifeste en tout cas son mécontentement sur le fait que les entreprises font des bénéfices et ne les partagent pas du tout avec les salariés. Les entreprises comme Continental dégagent des marges importantes et ça ne sert qu'à alimenter le système financier. Par contre, les salaires, les conditions de travail, les embauches, il n'y a pas d'argent pour ça. Alors que vraiment, il y aurait vraiment une nécessité d'embaucher, d'améliorer les conditions de travail et d'augmenter le salaire. Une grève à l'échelle nationale avec pour but l'ouverture de négociations. C'est en tout cas ce que souhaitent les syndicats. Marc Blondel, ancien secrétaire général de Force ouvrière de 1989 à 2004, est décédé dimanche dernier. Il a marqué l'organisation de son empreinte, laissant le souvenir d'un syndicaliste charismatique et d'un négociateur acharné. Dans les rangs de la mobilisation, ce matin, Fabien Tacquart-Blanchin et François Guinle ont recueilli les témoignages de militants qui ont bien connu le leader syndical. Georges Portales, 74 ans, s'engage dans le syndicalisme en 1966. Il crée la première section syndicale chez Singer. Un an plus tard, son implication l'amène à rencontrer Marc Blondel pour ne cesser de le côtoyer depuis. Il le présente comme un homme de valeur, intransigeant, résolu mais controversé jusque dans son camp. Il garde de lui le rayonnement international qu'il a offert à Force ouvrière. J'ai toujours bien estimé Marc Blondel. Il avait du charisme, une bonne analyse au niveau national et international aussi. Il était au bureau international du travail. Et il me rappelait souvent qu'il s'était opposé à l'entrée des syndicats chinois qui ne reflétaient pas l'indépendance voulue pour être au bureau international du travail. Quand il intervenait avec poigne, ça c'est sûr. Hein. Il avait une très forte personnalité, très forte. À l'image de l'empreinte qu'il a laissée nationalement, Marc Blondel restera le meneur des grèves de 1995 contre le plan Juppé sur les retraites et la sécurité sociale. Localement, Serge Cambou garde de lui le souvenir d'un homme capable de tenir sa ligne, même lorsqu'elle semble intenable, comme au lendemain de l'explosion d'AZF. Beaucoup d'hommes politiques, en voyant le désarroi des différents habitants dans le quartier qui a été touché, ont réagi rapidement, et c'est normal, en disant mais qu'est-ce que c'est, que fait une usine au milieu d'une ville? Il faut savoir qu'une usine ne s'implante pas au milieu d'une ville. Il y a d'abord l'usine qui arrive et la ville qui se construit autour après.
Et Marc Blondel a su, à l'occasion de sa venue, il a été là dès le lendemain, a su rappeler qu'il ne fallait pas réagir émotionnellement rapidement, tout simplement parce qu'il y avait de l'emploi derrière, qu'il y avait toute la chimie. Serge Cambo a rendu hommage à Marc Blondel en fin de manifestation, un événement qu'il estime réussi au regard de la mobilisation. À ses yeux, le plus bel hommage qui pouvait être rendu au leader syndical. Le marché de l'immobilier en Haute-Garonne s'est stabilisé en 2013 et ce malgré le contexte de crise économique et d'instabilité fiscale. C'est ce qui ressort de l'analyse réalisée par 3 notaires ce matin du département. Et globalement, l'ancien se vend mieux que le neuf, même si les appartements anciens connaissent une baisse relative de 7% des transactions. Marion Posier nous en dit plus. Le marché de l'immobilier se porte plutôt bien en Haute-Garonne et à Toulouse. Selon les chiffres de l'INSEE, les volumes d'échanges et les prix se stabilisent et sont plus attractifs dans le département. Dans la ville rose, on constate une baisse de 1,4%, mais la situation n'est pas partout la même selon les zones urbaines. On a surtout le logement d'hypercentre qui reste une valeur sûre. Et sur les autres quartiers, en tout cas dans les quartiers les plus populaires, effectivement, on voit que la crise frappe fort parce qu'il y a peu d'échanges, ou en tout cas ceux qui s'en tirent le mieux, ce sont ceux qui sont les mieux desservis par les transports en commun. En 2013, ce sont les 30-45 ans qui ont le plus investi dans des biens immobiliers. Pour les plus jeunes, il est toujours difficile d'acquérir un logement, même si de plus en plus d'aides sociales sont accessibles, comme le prêt social location-accession. Des tendances qui n'ont pas beaucoup évolué par rapport à 2012 et qui risquent de rester identiques en 2014. En tout cas, les volumes et les prix devraient être stables tant que 2 facteurs sont maintenus. D'une part, une économie locale qui est pour l'instant pas dans la crise, et d'autre part, des taux d'intérêt qui ne sont pas près de remonter. Si un de ces 2 facteurs devait bouger effectivement au cours de l'année, l'immobilier serait affecté indéniablement. Actuellement, le prix médian du mètre carré à Toulouse est de 2 500 €, ce qui place la ville à la 7e place au classement des préfectures de province. L'année 2014 devrait donc à nouveau attirer les acquéreurs dans la ville rose. Les étudiants infirmiers ont retrouvé depuis quelques jours le chemin des cliniques privées. Début mars, la Fédération de l'hospitalisation privée avait appelé à ne plus accueillir d'étudiants en stage suite à une décision du ministère de baisser leurs tarifs en 2014. Une décision qui avait poussé plusieurs milliers d'étudiants à manifester. Les cliniques n'ont pas obtenu d'augmentation de tarifs, mais des discussions ont été ouvertes. On écoute Gérard Rességuier, directeur de la clinique Sarus-Teinturier à Toulouse, au micro de Gabriel Aurillon et Fabien Tacard-Blanchin. Les élèves infirmiers, même si effectivement ils sont en dehors de ce sujet, comprennent que c'est leur futur emploi qui s'est joué. Ce qui est important, c'est qu'on soit de nouveau normalement des interlocuteurs de notre ministre tutelle qui comprend qu'on représente 200 000 emplois et qu'on est un pourvoyeur d'emplois en France non délocalisable et au service de tous les Français. C'est ça qui comptait. Et on se tourne à présent vers notre invité de ce soir, Stéphane Beaumont. Bonsoir. Bonsoir. Dans le cadre des élections municipales à Toulouse, nous avons organisé ce matin sur notre plateau un grand débat avec les 6 candidats principaux à la mairie de Toulouse. Vous envoyez des images des coulisses. Un débat que vous pourrez suivre en intégralité ce soir à 21 h et demain à 21 h également. Stéphane Beaumont, vous avez assisté à ce débat ce matin. Pour commencer, qu'est-ce que vous avez pensé de ces presque 2 heures d'échange entre les 6 principaux candidats? D'abord, c'était très courageux d'organiser un débat avec 6 têtes de liste et c'était difficile de faire en sorte que le temps d'antenne soit le même pour chacun d'entre eux. C'est réussi et c'était un premier exploit. Le deuxième exploit, c'est qu'on a réussi à comprendre à peu près quelle était la thématique de chacun des candidats. Mais ce qu'on peut peut-être regretter, c'est qu'il n'y a pas eu d'enthousiasme contagieux, d'enthousiasme capable de mobiliser des militants, capable de mobiliser ceux qu'on nous annonce comme étant les abstentionnistes, qui pourraient être non pas 35%, mais peut-être 10 points ou 15 points de plus. Donc c'est un débat un peu un round d'observation. Or, on est quand même à quelques jours du premier tour, et c'est assez étonnant de ne pas avoir eu de passe d'armes ou de moments un peu passionnels. À aucun moment, il y a une phrase qui a heurté l'un d'entre eux. Si, je crois qu'à un moment donné, Pierre Cohen voulait reprendre Jean-Luc Moudenc sur les raisons idéologiques. Et Jean-Luc Moudenc ne l'a pas laissé s'interrompre. Vous avez constaté d'ailleurs que Jean-Luc Moudenc parle, mais finalement ne participe pas véritablement au dialogue, mais suit l'ordonnancement, le scénario voulu par les journalistes. Alors on va voir, il y avait différents thèmes abordés dans ce débat. Le premier, c'est la fiscalité. On va voir un extrait, on revient avec vous.
Nous avons réussi, entre la ville de Toulouse, la communauté d'agglomération qui est devenue la communauté urbaine et Tisséo, nous avons réussi à avoir près de 500 millions d'euros d'investissement et tout cela avec une fiscalité stabilisée. Il y a la dette structurelle pour des grands projets qui se développent à long terme, par exemple le métro. Bon. Et puis après, vous avez la dette sur la gestion courante, rattachée à des petits projets du quotidien. J'estime que cette seconde dette-là, elle n'est pas saine. Les impôts, ça sert à répondre aux besoins des Toulousains. La dette, qui connaît une collectivité qui n'a pas investi par l'emprunt pour effectivement réaliser des infrastructures de transport, par exemple. Donc la dette, elle est utile si elle est bien gérée. Les Toulousains sont en droit de savoir exactement à quoi servent leurs impôts. Quand vous allez sur les sites regarder le budget de la mairie, il faut être très averti pour y comprendre quelque chose. Tout le monde autour de la table nous dit qu'il faut se serrer la ceinture. Et moi, je propose qu'au lieu qu'on propose au peuple de se serrer la ceinture ici et ailleurs, en se concentrant uniquement sur la question des dépenses publiques, la question c'est comment on fait rentrer l'argent. Énorme, 120 millions d'euros au titre des subventions à diverses associations, dont 375 associations qui se disent culturelles. Il est évident que dans ces associations, il y en a beaucoup que je qualifie d'associations lucratives sans but. On parlait ici de fiscalité, donc y a-t-il trop de taxes foncières, y a-t-il trop de taxes d'habitation? Faut-il faire un emprunt? Est-ce que la ville est bien gérée? Est-ce que vous avez eu le sentiment que finalement, peut-être Jean-Luc Moudenc a attaqué Pierre Cohen sur l'idée qu'il ne fallait pas emprunter? Oui, qu'il ne fallait pas emprunter, qu'il souhaitait rester sur une ligne initiée par Dominique Baudis, c'est-à-dire la dette zéro et la fiscalité zéro. Et qui connaît une ville où, en période électorale, à 4 jours du premier tour, quelqu'un serait d'accord pour augmenter les impôts? On a constaté également, avec Christine de Vérac, qu'il y avait une confusion peut-être volontaire entre le budget d'une ville comme Toulouse, d'une agglomération, et le budget du bon père de famille. Il est évident que c'est peut-être plus facile à comprendre pour l'électorat, mais assez loin de la réalité. Donc on a eu des propos relativement techniques mais compréhensibles, et on n'a pas eu véritablement de surprise par rapport à ce qu'il est dit à gauche et à droite dans ce genre de cas à 4 jours de scrutin. Plus d'agents municipaux, moins d'agents municipaux, plus on a d'agents municipaux, meilleure semble-t-il est la qualité de service, et inversement. Oui, il y a toute cette mécanique budgétaire, toute cette mécanique fiscale qui réapparaît, mais manifestement les candidats que nous avons vus ont souhaité ne pas trop rentrer dans le technique et qu'on retienne qu'avec eux, la dette serait utile s'il fallait innover sur des grands projets innovants et que la fiscalité ne devait pas augmenter étant donné les contraintes économiques et sociales que le pays connaît. Alors l'autre grande thématique que nous avons abordée ce matin, c'était les transports. Je vous propose de regarder un deuxième extrait. Si j'ai proposé le tram aérien, il coûte beaucoup moins cher qu'un tram normal, il coûte 3 à 4 fois moins cher. Ensuite, les Toulousains ont été saturés de travaux pendant des années, ils en ont vraiment ras-le-bol. Si vous faites un tram aérien, il y a beaucoup moins d'emprise. On propose dans notre projet une 3e ligne de métro qui ne passerait pas par les centres-villes, qui serait une transversale entre l'Est et l'Ouest, qui unirait les grands pôles économiques dans 10 ans. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est minimum 15 ans et on sait très bien qu'entre les enquêtes publiques et tout ça, c'est minimum 15 à 20 ans. On a déjà fait des lignes de métro. Deuxièmement, on sait comment ça marche. Vous n'avez jamais fait de ligne de métro, vous avez toujours été Je peux vous dire que vous comptez quand évidemment tout est décidé. Là pour le moment, il faut que vous partiez au tout début. Nous avons réussi à prouver pendant 4 ans que le bus, quand il est aménagé, quand il devient prioritaire, quand il réussit à être crédible et une véritable alternative, il est à la hauteur de ce qu'était le métro. La question de la gratuité, c'est bon pour la santé. Notre proposition, c'est de transformer la société Tisséo en Gratisséo. C'est la raison pour laquelle on a édité 50 000 tickets gratuits pour faire réfléchir depuis des mois sur la question de la gratuité. Mais M. Cohen a choisi ce que j'appellerais l'autophobie, c'est-à-dire le rejet de l'automobile, puisqu'il a supprimé environ 4 000 places de parking. Je rejoins M. Moudenc sur le métro. Je pense que quand on commence à mettre dans une ville 2 lignes de métro, il faut continuer. La réponse ne saurait être, même s'il n'en a pas parlé, la seconde rocade que propose M. Moudenc, qui est une ineptie justement par rapport à cet enjeu de santé publique. Nous proposons, nous, un vrai plan Marshall des transports. La priorité, c'est d'améliorer l'offre existante. Alors on le voit, les idées ne manquent pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Sont-elles crédibles, ces idées? Mais là, on avait l'impression d'avoir affaire à des candidats un peu innovants, puisque chacun avait une proposition originale à faire.
Et dès que c'est original en période électorale, c'est retenu par l'électorat. Donc c'est éventuellement mobilisateur, d'autant plus que les transports, c'est une part importante de notre vie quotidienne. Alors j'ai retenu bien sûr le tram aérien de Madame de Vérac, la 3e ligne de métro de Jean-Luc Moudenc, semblant conforter un article du Monde d'il y a une dizaine de jours, disant que le tram était à gauche et que le métro était à droite, tout ça étant bien sûr entre guillemets. Donc Pierre Cohen a défendu sa politique du tram. Vous avez vu également le front de gauche avec M. Célin qui proposait la distribution de tickets gratuits. Célin a l'art de la formule républicaine, et à l'art également de la posture expliquant une mesure, ce qui est quand même relativement rare, ce qui a été relativement rare dans ce débat. Et quant à M. Larose, il a inventé un nouveau mot, l'autophobie. Et l'autophobie. On sait que M. Larose veut remettre les 4 voies sur les boulevards, semble-t-il, avec beaucoup de voitures, à l'inverse des autres candidats. Donc la proposition également de l'écologie était intéressante. C'est un des moments du débat qui a montré que les problèmes locaux de proximité étaient très importants et que les candidats avaient l'air plus passionnés d'en parler qu'au début du débat où on avait l'impression d'un round d'observation. Alors on va regarder, pendant que l'on parle des images du thème sur la sécurité, ce thème-là, la sécurité, alors c'est classique, faut-il oui ou non de la vidéoprotection, faut-il oui ou non plus de police municipale, faut-il une police municipale armée, à partir de quelle heure, quelle est la différence entre la police municipale et la police nationale? On a bien vu aussi que là, deux visions s'affrontaient, une vision plutôt de droite, pourrait-on dire, et une vision plutôt de gauche. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, sur la sécurité? Oui, moi je crois que vous avez très bien résumé la situation. Je crois que le domaine important, c'est celui des compétences, c'est-à-dire de redire quelles sont les compétences du maire, quelles sont les compétences du préfet, et en même temps, quels sont les moments où il y a addition des compétences du maire et du préfet. C'est-à-dire à partir de quel moment est-ce que le maire, trouvant la police municipale insuffisante pour résoudre un problème, fait appel à la police nationale ou fait appel par le biais du préfet aux compagnies républicaines de sécurité. Donc il y avait jusqu'à présent le pôle, je ne sais pas le pôle d'ailleurs l'office de la tranquillité. Voilà, l'office de tranquillité qui est contesté quelquefois dans le débat. Et il est évident que ce problème de la sécurité, il touche chacun au quotidien. Et qu'il faudrait peut-être faire un peu de pédagogie technique pour expliquer qui fait quoi et à quel moment et pourquoi. Marie, peut-être parlons-nous de ce sondage qui vient de sortir. Alors on peut effectivement mentionner le tout nouveau sondage TNS Sopra pour RTL et le nouvel observateur qui donnerait Pierre Cohen gagnant au second tour avec 53% des voix contre 47% pour Jean-Luc Moudenc. Oui, on peut rappeler que le sondage, ce n'est pas un instrument prédictif, mais que c'est une photographie de l'opinion publique à un moment donné du temps. Je suis un peu étonné par ce sondage parce que, vu le dernier sondage qui était à 51-49, je pensais qu'on atteindrait 50-50 à la veille du premier tour. Il faut attendre peut-être un autre sondage qui va apparaître pour savoir si je suis confirmé dans cette hypothèse. Merci Stéphane d'être venu. Nous vous rappelons, ce débat passe ce soir à 21 h sur l'antenne de Télé Toulouse, ainsi que demain à 21 h. Merci à tous. Merci Marie, merci Stéphane Beaumont. Merci et prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 19 h avec Sophie Voinis. Très bonne soirée à tous.